Bonjour à tous, bienvenue à Conversation Juive, l'émission sans totem et sans tabou, l'émission où on parle librement, où on est critique, sans affiliation, et toujours, on l'espère, avec respect. Nous sommes aujourd'hui pour cette première émission au loft de Hillel Campus à Paris, et nous avons avec nous aujourd'hui moi-même Sandra Jérusalemi, Émile Ackerman et Michael Amsalem. Je me présente membre actif de Lecture Sefer, le groupe de femmes orthodoxes fondé par Liliane Vanna, membre de différents réseaux internationaux juifs, dont ROI Community. Je suis coordinatrice de programmes d'études juives à l'Alliance israélite universelle et actuellement résidente à la Moshe House Paris. Avec nous également Émile Ackerman. Émile, bonjour. Bonjour. Tu es originaire de Strasbourg, tu es élève en école rabbinique, également enseignant et fondateur du cercle d'études Ayeka et coordinateur français de l'association Neshama. C'est bien ça. Et enfin, Michael Amsalem, bonjour. Bonjour. Bonjour, tu es originaire de Strasbourg également. Tu appartiens à différents réseaux internationaux juifs, dont ROI Community. Absolument. Et tu es le fondateur du groupe Judaïsme et Féminisme. Et tu es également l'initiateur de ce projet Conversation Juive. Peux-tu nous dire d'où vient ce projet ? Alors ce projet, il vient de plusieurs inspirations. Il y a de très belles réalisations donc, dans l'univers juif francophone, dont on peut mentionner Academ, qui est donc assez extraordinaire, de très belle qualité, de très bon contenu. Qui a été une source d'inspiration, bien sûr. Et il y a parallèlement aussi Kalita, Mark Eisenberg, en Israël, qui opère donc pour les francophones, avec leur web radio que je trouve tout à fait extraordinaire. Et donc, ces deux types de contenus m'ont inspiré. Je me suis dit, il y a peut-être une place pour fabriquer, je dirais, un autre type d'émission qui touche à l'actualité et qui touche encore, qui a un autre regard, une autre approche. Et je trouvais que c'était assez complémentaire. Très bien, merci. Alors, pour commencer cette émission, donc cette première émission de Conversation Juive, dans l'actualité brûlante juive aujourd'hui, nous avons ce cas d'une femme juive en attente de divorce, en attente de que son mari lui donne le guet. Aujourd'hui, donc elle est de Grenoble et, cas inédit, le consistoire de Grenoble, de France a fait diffuser un communiqué dont vous allez nous en dire plus. Mais avant ça, Émile, est-ce que tu peux nous parler du divorce juif ? Comment ça marche ? Le contexte halachique, qu'est-ce que c'est ? Voilà. Alors, en fait, aujourd'hui, quand une personne s'est mariée avec de manière halachique, c'est-à-dire à la loi juive, c'est-à-dire de manière légale juive, pas le mariage civil mais le mariage religieux, afin de divorcer, le mari doit remettre ce qu'on appelle le get, donc l'acte de divorce, à sa femme. Et aujourd'hui, ce n'est que le mari qui peut de lui-même remettre à sa femme l'acte de divorce. Et le problème est que la femme n'a aucune prise sur cet acte de divorce. Elle ne peut pas elle-même divorcer et donner quelque chose au mari. Et donc, disons qu'elle est tributaire voilà. de la volonté de son mari. Et donc le problème en fait qui se pose aujourd'hui, le cas dont on vient de parler, c'est qu'il y a des maris récalcitrants qui refusent de donner le guet à leurs femmes, donc refusent de les divorcer. Et donc ces femmes-là sont appelées agounot. Et en fait, il faut bien comprendre la nature du problème et gérer de la souffrance qui est générée dans ce type de situation. C'est-à-dire qu'on va parler du cas où il y a eu un divorce civil. Et le problème, c'est que il y a eu la prononciation du divorce civil, mais l'homme il dit non, je ne veux pas toujours donner le guet. Et le problème, c'est que la femme ne peut pas donc se remarier, elle ne peut pas religieusement, elle ne peut pas avoir d'enfants. Ça veut dire qu'elle est considérée socialement dans son réseau social juif religieux. Elle va être considérée si elle va avec un autre homme, comme elle sera considérée comme une adultère, et si elle a des enfants, ses enfants seront considérés comme des mamzerim, des bâtards. Ce qui est évidemment un statut absolument infamant et donc absolument inacceptable. Et donc la femme se retrouve dans une situation où elle ne peut pas refaire sa vie. Et donc c'est une situation donc qu'on dit agouna parce qu'elle est emprisonnée et donc c'est absolument inacceptable. Alors
une des questions, c'est est-ce qu'il est acceptable que dans la matrice juridique juive que nous avons aujourd'hui, nous puissions, quelque part, la matrice juridique juive permet ce type de situation. Est-ce que c'est producteur de justice ou de fait, c'est une production d'injustice? Alors, c'est une bonne question. Déjà, il faudrait peut-être rappeler, on n'a pas précisé le contenu du communiqué de Grenoble. En fait, le communiqué de Grenoble a notamment interdit à toute communauté d'appeler à la Torah, donc de compter dans le minyan des 10 roquettes, c'est-à-dire en fait de le faire participer religieusement et socialement. Et lui donner les honneurs. Pardon ? Et de lui donner les honneurs. Voilà, et de lui donner n'importe quel honneur. C'est-à-dire qu'il n'a aucune possibilité d'être honoré, d'être participant, compté comme membre actif d'une communauté. Alors c'est quelque part une bonne initiative, puisque c'est une façon de faire pression. Mais je dirais, première problématique. Alors déjà, c'est une bonne initiative parce que c'est inédit, le consistoire intervient, c'est une bonne nouvelle. On n'avait pas vraiment l'habitude qu'ils intervenaient d'une façon très active ou très conséquente. Ils travaillent, mais ce n'était pas vraiment ça. Là maintenant, le problème, là ils ont fait une démarche un peu plus active et un peu plus spectaculaire. Ensuite, ils ont envoyé un deuxième communiqué dans lequel, plus ou moins, on va dire, ils se rétractaient. Pourquoi ? Sans doute parce qu'il y avait un risque de diffamation, de considération que s'agissait d'une diffamation du nom, parce que voilà. Donc finalement, c'est sans doute ça la raison. Le consistoire s'est donc rétracté. Maintenant, je pense que c'est une bonne chose parce que finalement, ça nous permet d'en parler, de mettre le sujet sur la table et ainsi d'en parler et de mettre ce sujet. Alors, c'est intéressant de montrer parce que comment il se construit le militantisme sur ce sujet. Beaucoup de gens vont s'offusquer en diffusant des statuts sur Facebook. La question, c'est quoi l'étape suivante ? On a des bons sentiments, on exprime de la compassion à l'endroit de ces femmes, mais il faut aller plus loin. Et je tiens à féliciter quelque part les groupes Facebook comme évidemment les membres de Judaïsme et Féminisme, les grands militants comme Janine El-Koubi, comme Cathy Bisror qui se battent, ou Liliane Vanna, et aussi les grands groupes Facebook qui sont quand même considérables puisqu'ils ont près de 100 000 personnes, Authentic Boost, et donc il s'agit de les féliciter sur leur affirmation, leur indignation qu'ils expriment et qui sont peut-être, on espère, une forme de pression pour le consistoire. Maintenant la question c'est vers quelle solution ? Comment on peut faire pour résoudre ce problème d'une façon systématique, et une fois pour toutes, pour que l'on arrête d'avoir cette production d'injustice quasiment systématique ? Alors en fait, le problème, c'est que le problème se pose en fait au niveau légal juif religieux. C'est-à-dire que pour une personne, c'est-à-dire qu'il se pose notamment dans le milieu orthodoxe, donc le milieu plus rigoriste, on peut dire, le milieu plus rigoriste et plus attaché à la légalité, disons, à la validité légale des procédures, et qui n'ont pas voulu mettre en place certaines solutions parce qu'elles sont jugées pas convaincantes. On a en fait la première solution, qui est une solution qui a été déjà réfléchie par des penseurs juifs orthodoxes, qui n'est aujourd'hui pas mise en place, en tout cas en France, par le consistoire, qui est ce qu'on appelle un tnaï. En fait, un tnaï qui veut dire condition, c'est de mettre dans le contrat de mariage, dès le départ, une condition signée par deux témoins, ou si dans le cas d'un divorce civil prononcé depuis plusieurs mois et le mari serait récalcitrant et refuserait de donner le guet, le mariage serait considéré nul, rétroactivement. Alors moi, ma première objection sur cette idée, je dirais, déjà c'est une bonne idée parce que ça permet de trouver une solution, mais je dirais le petit problème qui est associé, c'est qu'on a le sentiment que ça dévalue le mariage. Alors moi, la solution que j'invite, que je suggère, que je préconise, et je le reconnais, peut paraître très étonnante, c'est de dire, il faut comprendre en fait comment on en est arrivé là. Je pense que le judaïsme traditionnel n'est pas foncièrement injuste, ne cherche pas à produire des injustices, ne cherche pas à conduire, à révéler les instincts négatifs d'un homme qui peut être grincheux ou haineux à l'endroit de sa femme, son ex-femme du moins, et lui extorquer des fonds. Je ne pense pas que le judaïsme a vocation à laisser faire ça. La réalité, c'est qu'il y a eu, donc il y a 200 ans, un choc de modernité avec l'apparition, avec Napoléon, de la citoyenneté qui était donnée aux Juifs, et sur lequel on leur a retiré leur autonomie juridique. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire leur a retiré leur autonomie juridique? Ça veut dire qu'il n'y avait plus de policiers, il n'y avait plus cette pression de la société extérieure, puisque les barrières du ghetto, on va dire, sont tombées. Et du coup,
les Beth Din, avant, ils avaient un pouvoir sur leurs fidèles, on va dire. Mais depuis le consistoire, et même c'était formellement dit, ce pouvoir, ils ont été dessaisis. On leur a enlevé cette capacité. Napoléon leur a enlevé cette capacité. Donc, les décisions juridiques des tribunaux juifs se retrouvent à être appliquées suivant la bonne volonté. On sait bien que ce n'est pas possible. Je veux dire, le judaïsme le sait bien. On parle de shoftim veshotrin. Un juge ne peut fonctionner que s'il y a un policier à côté. Et on sait bien voilà, que pour qu'une justice soit efficace, il faut lui donner les moyens. S'il n'y a pas de moyens, il se retrouve sans capacité. Alors la question, et je vais m'abréger, c'est que si on leur a enlevé un pouvoir, ça a cassé un certain équilibre qui permettait de générer une forme de justice, mais en cassant cet équilibre, ça génère une injustice, une faille juridique qui a libéré des injustices qui se traînent malheureusement aujourd'hui parce qu'il y a de plus en plus de divorces. Qu'est-ce que tu en penses ? En soi, en fait, donc comme j'ai dit tout à l'heure, le problème est au départ légal, c'est-à-dire de trouver la solution légale pour remédier à cette injustice. C'est-à-dire qu'on peut avoir énormément, à mes yeux, de bons sentiments et de compassion, mais il s'agit en fait de trouver une solution qui soit, alors même si elle pourrait dévaluer le mariage selon toi, ce qui n'est pas mon avis, mais il faut trouver une solution qui soit acceptable au niveau juridique. Et parce que effectivement, comme dans n'importe quel cas où on aurait un coupable tout désigné avec des preuves, il faut quand même avoir la bonne procédure. Et or, en fait, ce serait l'absence de procédure et une sorte de résolution arbitraire de ces conflits-là qui, pour moi, dévaluerait complètement le mariage et la loi juive en général. Et c'est pour ça qu'il faudrait mettre, à mes yeux, en place une solution qui soit acceptable au prix de ta dévaluation, si tu veux, mais au moins on aurait une solution qui soit mise en place. Alors il y a cette troisième voie encore qui est suggérée par le rabbin Avigès, qui est passé quelques fois à Paris récemment, grâce d'ailleurs à Alexandre Poletik, qu'on peut mentionner, et qui en gros lui aussi suggérait une espèce de mariage, mais avec un peu moins qui ne respecte pas trop le protocole entre guillemets classique, et qui fait que c'est entre guillemets un mariage light, mais qui reste un mariage, une cérémonie classique, mais qui fait qu'elle ne requiert pas le guet pour le cas de divorce. Et ça pour le coup, c'est une dévaluation complète du mariage, parce que si c'est une cérémonie light qui ne nécessite pas de divorce, c'est-à-dire que vous n'étiez jamais marié dès le départ. Si, c'est juste que c'est un contrat différent qui n'a pas les mêmes conditions de sortie. Maintenant, on peut parler d'un autre sujet qui va peut-être nous permettre la transition. C'est j'en avais posé une fois la question au rabbin de France, donc Chaim Korsia, et qui avait dit oui, mais le problème c'est que si on donne le guet ou quoi, ce qui va se passer c'est que on ne sera plus reconnu par la rabbanoute israélienne. Alors ça pose la question de la reconnaissance des actes juridiques juifs par les autres maisons de jugement juives dans le monde, en l'occurrence celle d'Israël qui est évidemment très importante. Et là, moi, j'ai dit, la question, c'est entre la reconnaissance d'Israël, de la rabbanoute israélienne, qui est très critiquée en Israël, au passage, question, qu'est-ce qui vaut mieux ? La reconnaissance, en gros, ce qui est en balance, c'est la reconnaissance d'Israël, d'un côté, et encore qui peut être évidemment challengée, ou bien la justice pour nos femmes, nos frères, nos sœurs, nos mères, etc. C'est ça la question qui est en balance. Alors justement, effectivement, il y a eu une autre actualité récemment de certificats de judaïté donnés par des institutions et des rabbins du monde entier qui ont été refusés par la rabbanoute israélienne, par le rabbinat israélien. Donc, notamment, parmi les rabbins et les institutions refusées, certaines institutions modernes orthodoxes, qui sont donc parmi les mouvements plus progressistes, comme par exemple la Yeshiva Hovevei Torah. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus ? Alors, il faut savoir que le courant orthodoxe, en fait, qui est le courant, on va dire, il y a trois grands courants dans le judaïsme, mais je ne vais pas m'appesantir dessus. Il y a le courant réforme, appelé libéral en France, le courant conservatif, appelé massorti en France, et le courant orthodoxe. Le courant orthodoxe qui se veut donc le plus rigoriste, on va dire, et le plus à cheval sur la procédure légale de la loi juive qu'on appelle la halakha. Et parmi ce courant orthodoxe, il y a plusieurs dénominations. On aura la dénomination dite Haredi, ultra-orthodoxe, qui représenterait le judaïsme, on va dire, plus rigoriste et moins attaché aux valeurs, à ce qu'on appelle les valeurs occidentales modernes.
Et on a de l'autre côté un courant un peu plus, qui se voudrait plus progressiste, qui s'appelle la moderne orthodoxie, qui souhaiterait dans une certaine mesure accorder, ou en tout cas profiter de la modernité, des valeurs modernes, et d'essayer de les accorder avec la loi juive. Et celui qui va le plus loin, l'institution qui va le plus loin aujourd'hui dans cette voie s'appelle la Yeshiva Chobevei Torah, donc qui est une institution, une école rabbinique à Riverdale, à New York. Et ce sont donc ces deux rabbins, ces deux certificats de judéité qui ont été faits par deux rabbins qui sont sortis de cette école, ont été refusés par la rabbanoute israélienne, donc par le rabbinat israélien. Alors peux-tu peut-être nous dire pourquoi précisément les rabbins qui ont été ordonnés par cette yeshiva, précisément quelles sont les idéologies spécifiques de cette yeshiva qui font que la rabbanoute israélienne les aurait refusés? Parce que donc ce qu'il faut bien rappeler, c'est que c'est donc la rabbanoute israélienne, je veux dire, qui a refusé non plus des courants réformés ou conservatifs, mais pour le coup un courant orthodoxe. Mais alors qu'est-ce qui et c'est ça qui est choquant quelque part. Déjà, il faut rappeler qu'officiellement, la rabbanoute israélienne s'est refusée à dire que c'était du fait de leur affiliation moderne orthodoxe que ces certificats de judéité ont été refusés. Officiellement, il y a eu juste les procédures dans ces cas-là n'étaient pas probantes, et c'est pour ça que ça a été refusé. Après, ce qui se murmure, c'est qu'on a déjà vu qu'il y a eu un cas de liste noire, il y a eu une blacklist de la rabbanoute israélienne vis-à-vis de certains rabbins dans le monde, dont beaucoup de rabbins états-uniens modernes orthodoxes. Et donc on pense qu'il s'agit là encore de la même chose, c'est-à-dire que comme ces gens-là de cette yeshiva, de cette école, iraient trop loin dans le progressisme et dans les valeurs modernes occidentales pour la rabbanoute israélienne, qui est plutôt à tendance haredi, donc rigoriste, que tendance moderne, ils ont voulu à ce moment-là peut-être bloquer leur influence. C'est un moyen, encore une fois, de stopper cette influence-là. Tu peux nous dire plus sur les figures phares, par exemple, de cette institution ? Alors en fait, l'institution Yeshiva Chobevei Torah a été fondée par le rabbi Avi Weiss, donc le rabbin Avi Weiss, Abraham Weiss, qui est un activiste pacifiste, notamment, et qui a fondé avec ça en parallèle la Yeshivat Maharat, qui est la première institution orthodoxe aux États-Unis qui donne un certificat de rabbin aux femmes. Et donc c'est un mouvement, disons, qui s'appelle Open Orthodoxy, on pourrait dire ça, qui est le mouvement le plus à gauche de la moderne orthodoxie, et qui cherche à s'inscrire au maximum dans ce que j'appelle encore les valeurs occidentales, c'est-à-dire la modernité, l'inclusivité, la démocratie. Mais quand tu insistes sur le côté valeurs occidentales, mais quelque part, il ne s'agit pas aussi de valeurs juives ? C'est la vie de cette institution, effectivement. C'est que ce sont des valeurs juives, indépendamment du fait valeurs occidentales ou pas. Mais en dehors de la relation aux femmes, quels sont les autres sujets dans lesquels ils se distinguent ? Ce que tu dis, ils sont plus à gauche, mais concrètement. Alors, il y aura donc la place des femmes, qui est quelque chose de très important. Il y aura l'inclusivité des minorités LGBT. C'est-à-dire que même s'ils n'iront pas forcément tous jusqu'à célébrer, il me semble que ceux-là ne célèbrent pas de mariage homosexuel, ils vont être pour l'inclusivité, plus ou moins tous pour l'inclusivité, un dialogue favorable. Ils vont être quelque chose qui est marqueur et qui les différencie de tous les autres courants orthodoxes, est aussi de participer à des activités avec des personnes d'autres courants juifs, quelque chose qui n'est pas fait jusque-là par les courants orthodoxes, c'est-à-dire avec des réformés et avec des massortis conservatives ou des reconstructionnistes. Mais les modernes orthodoxes font déjà des activités partagées avec les courants progressistes, non ? Non. Ah Aujourd'hui, les courants orthodoxes modernes orthodoxes. Même les courants modernes orthodoxes ne participent à rien qui soit religieux. Mais ils partagent dans d'autres éléments dans l'éducation juive. Oui. Alors Rav Soloveitchik, par exemple, qui est le Rav, qui était, on va dire, un des précurseurs de la moderne orthodoxie aux États-Unis, lui a permis, par exemple, au courant moderne orthodoxe de faire des actions jointes avec des autres courants tant qu'il ne s'agissait pas d'activités religieuses. Donc par rapport à Israël notamment, il a permis de faire des activités politiques pour célébrer et renforcer le lobby pro-israélien en Amérique. On peut noter aussi que l'université qui s'appelle donc Yeshiva, donc le temple de la moderne orthodoxie, Yeshiva University, YU, a eu une posture, je dirais, extrêmement
inclusive à l'endroit notamment d'une prof qui est devenue, qui a changé de sexe, qui est une transsexuelle, et une prof de littérature. Et je dirais que pour une orthodoxie, ça peut paraître surprenant, mais venant de la moderne orthodoxie, on reconnaît cette capacité d'inclusivité, de respect de la dignité humaine des gens, quels qu'ils soient, et quelles que soient leurs histoires, Et alors justement, par rapport à cette actualité du rabbinat israélien qui maintenant refuse certains... Enfin, pas maintenant, ce n'est pas nouveau. Ça fait un moment que le rabbinat israélien refuse certains certificats de judaïté. Qu'est-ce qu'on peut en penser? Quelles conséquences ça a sur notre identité juive et notre judaïsme en France, par exemple? Alors moi, je pense qu'en vrai, en France, il n'y a peut-être pas un très grand risque, tout simplement parce que le judaïsme de France s'aligne totalement dans son côté, dans sa radicalisation à droite, peut-être. Le judaïsme consistorial de France. Le judaïsme consistorial, mais pavé aussi. L'aile droite, ceux qui sont un peu plus à droite, encore plus orthodoxes, ils s'alignent. Et donc, le judaïsme de France n'a pas de grand risque. L'écrasante majorité du judaïsme de France, avec le consistoire, n'est pas en situation de risque. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est un judaïsme qui nous protège? Est-ce que c'est un judaïsme qui protège les femmes? Est-ce que c'est un judaïsme qui protège ceux qui sont dans des situations minoritaires ou quoi? C'est ça la grande question. C'est vrai qu'il suffit de connaître un petit peu les communautés juives consistoriales aujourd'hui pour voir que, à mon humble avis, pas grand-chose est fait pour l'inclusivité justement des minorités à la synagogue en général. Et aujourd'hui, donc c'est très surprenant, c'est agréablement surprenant. Et je pense que là, ils sont peut-être plus fidèles à la lettre déjà des textes anciens de la Mishnah, qui dit que quand un mari est récalcitrant et refuse de donner l'acte de divorce à sa femme, on le frappe jusqu'à ce qu'il dise « je veux ». Donc aujourd'hui, même s'il n'y a plus de, police juive, au moins prendre acte du fait que ça existe et faire un communiqué pour justement libérer ces femmes et peut-être ostraciser publiquement le mari récalcitrant, pour moi est plutôt quelque chose, une avancée, disons, positive, même s'il reste beaucoup à faire. C'est un signal, c'est peut-être pas la bonne chose à faire, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que le signal est bon. Moi, je pense qu'il faut trouver enfin une solution systémique, une fois pour toutes. Je veux dire, c'est un problème qui est mondial, ce n'est pas simplement en France, aux États-Unis, même en Israël, je veux dire, et en Australie, en Angleterre, etc. Si je peux me permettre, il y a des solutions qui ont été trouvées par un rabbin notamment orthodoxe qui s'appelle Rabbi Eliezer Berkovitz. Déjà en 1966, il a écrit un livre justement sur le Tnaï Bekidushin, donc c'est-à-dire Nisouin Bekidushin, qui sont donc les conditions, le contrat conditionnel pendant le mariage. Donc c'est-à-dire certaines solutions orthodoxes existent, mais la rabbanoute israélienne ne les juge pas assez orthodoxes pour elle et donc refuse systématiquement de les mettre en place. Mais il y a eu aux États-Unis, en Israël, des essais orthodoxes mais orthodoxes et conservatifs de mettre en place des solutions. Merci. Tout ceci est passionnant de voir ce qui se passe à l'étranger et ce qui se passe en France, dont on n'est pas toujours au courant. On va changer de registre maintenant sur une autre actualité en France. Plus une actualité diplomatique, puisque en ce moment en France, c'est l'année de la saison France-Israël. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Notamment, on a très bientôt, cette semaine, je crois, l'événement Israel Light. Est-ce que, Michael, tu peux nous parler de cet événement? Israelite. Alors concrètement, c'est une actualité très intéressante. C'est la France qui fait un grand honneur à Israël et qui a décidé de mettre tous les ans, elle met en lumière un pays. Et donc cette année, c'est Israël. Et donc il y a de nombreuses activités culturelles en France et en Israël, des activités culturelles croisées. Donc c'est-à-dire en Israël, c'est sur la France, en France, c'est en Israël. Et donc c'est génial. Bon, alors cette année, il y a un très grand événement qui est organisé au Grand Palais, donc ce merveilleux endroit à Paris, et qui s'appelle donc Israel Light. Et donc c'est un événement dans lequel on va nous montrer toutes les superbes réalisations d'Israël. Alors bon, évidemment que c'est très bien, mais moi... Sur quel sujet du coup? Sur les technologies, sur la beauté d'Israël, la culture d'Israël, tous les aspects positifs. Mais bon, comme je reste malgré tout français aussi, on a... Il faut râler. Il faut se plaindre. C'est pas ça, c'est que l'esprit critique, c'est certes de
c'est de savoir voir les bonnes choses et les mauvaises choses. Ou du moins, c'est de savoir voir les mauvaises choses, mais aussi les bonnes choses. Alors, Israël, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut montrer l'aspect complexe d'Israël. Bon, les artistes en israélien ne se gênent pas, mais la question, c'est qu'est-ce qui va être présenté à cette exposition Israël Light? Est-ce qu'ils vont montrer que les bonnes choses, ou ils vont montrer les complexités de la société israélienne, les problématiques internes de la société israélienne? Et bon, c'est là que moi, c'est le petit bémol que je mets, parce que moi, je pense que quand on est capable de montrer ses faiblesses, on est capable de montrer ses fractures, on est capable de montrer, j'ai envie de dire, ses fissures, etc., eh bien, ça démontre en fait une plus grande force. Oui, mais après, c'est nettement pas le but de cet événement. C'est-à-dire, le but de cet événement est juste de mettre en valeur aujourd'hui la société israélienne qui est en sous-attaque, on va dire, permanente. Mais quel souci alors? Oui, mais bon, le problème, c'est que ces deux populations, les uns qui attaquent Israël, les autres qui évangélisent Israël, eh ben, elles vont jamais se comprendre. Alors que si Israël fait une exposition qui expose la complexité, les bonnes choses, les mauvaises choses, les tensions, la complexité, etc., qui révèle ces complexités, eh ben, ceux qui attaquent Israël, je dirais, d'une façon injuste, eh bien, se retrouveront bêtes, ou parce que si Israël reconnaît ses défauts, ses problèmes, eh bien, ou ses complexités, on va dire, eh bien, ça, quelque part, ça anesthésie, ou du moins ça stoppe les critiques peut-être injustes, parfois, qui sont faites à l'égard d'Israël. Parce que je pense qu'on peut critiquer Israël. Tout l'art, c'est de... Et pourquoi on doit critiquer Israël? Moi, je pense même qu'on doit critiquer Israël. Pas parce qu'on est négatif, mais c'est pas critiquer pour critiquer. Il s'agit d'être critique, en fait. C'est pas la même chose. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut être capable de voir ce qui va pas. Pas pour le plaisir de taper sur Israël, mais au contraire pour corriger et pour améliorer et pour restaurer et pour que les problèmes soient réglés. Voilà. Merci. C'est au final une conversation juive qu'il faut qu'on ait. Ah bah, il s'agit d'avoir des conversations juives à l'image de l'esprit talmudique. C'est-à-dire l'esprit talmudique, c'est nous avons Hillel, nous avons Shammai, ou l'inverse. et en gros, pour moi, c'est quoi l'esprit talmudique? Il y a une école de pensée qui s'affirme, une autre école de pensée qui s'affirme. Les deux s'écoutent. Ils peuvent avoir des opinions différentes, mais ils se respectent. Et au final, si l'une considère qu'il y a des points qui sont intéressants chez l'autre, elle va les adopter, et vice-versa. Et c'est là qu'il s'opère un cheminement et qui est productif, humain, un dialogue productif qui est humain et qui est tout à fait passionnant et intéressant, et un progrès commun. D'ailleurs, si je peux rappeler l'anecdote talmudique, pourquoi aujourd'hui on écoute donc l'avis de l'école de Hillel plutôt que l'avis de Shammai? Il y a écrit que c'est parce que l'école d'Hillel enseignait toujours l'avis de l'école de Shammai avant ses propres avis. Et que c'est pour ça qu'on a choisi les... Ça prouve la considération de l'autre. Ça veut dire que finalement, l'essence, c'est la considération de l'autre. Et peut-être, oui, il faut considérer les critiques d'Israël. Et à ce moment-là, c'est une marque de grandeur. Et jusqu'à quel point aujourd'hui, ma question, c'est jusqu'à quel point aujourd'hui, peut-être la communauté juive est prête à entendre, justement, à faire cette autocritique sur Israël? C'est une grande question. C'est d'ailleurs, il y a un autre sujet qu'on devait évoquer. C'était par rapport à l'actualité diplomatique. Je veux dire, Emmanuel Macron qui, d'un côté, je dirais, fait un grand honneur à Israël avec cette saison culturelle croisée, mais d'un autre côté, il y a une forme je ne vais pas dire de complaisance, mais je dirais une capacité à être compréhensif à l'endroit du Hamas qui est assez étonnante. Alors, comment est-ce que tu peux expliciter c'est-à-dire cette complaisance Alors on va dire une capacité à être très compréhensif à l'endroit des Palestiniens et du Hamas, c'est-à-dire que lorsque le Hamas envoie ses populations, ses propres populations, ses femmes, ses enfants et ses hommes à la frontière, et parfois des hommes armés dont on sait qu'ils ne sont pas des enfants de cœur, envoyer des missiles, envoyer toute forme de mécanismes de violence, et qu'Israël se défend. Alors c'est dramatique, ça fait des morts, mais je dirais qu'il ne faut pas prendre les vessies pour des lanternes. Je veux dire, je suis sûr qu'Emmanuel Macron et les services secrets français ont tous les renseignements pour savoir la perversité, je dirais, des opérateurs du Hamas. Je veux dire, la plus grande plaie pour la population palestinienne, c'est précisément le Hamas. Israël ne demande qu'une seule chose, c'est de pouvoir avoir une population palestinienne qui s'épanouit, qui soit heureuse et qui se développe en harmonie avec Israël. Donc, je suis très étonné de voir qu'il y a une espèce de deux poids deux mesures, que la France, que Macron, à travers la voix de la France à travers Macron à l'ONU ou dans les médias,
je dirais, va être beaucoup moins compréhensif à l'endroit d'Israël et beaucoup plus compréhensif à l'endroit du Hamas et des Palestiniens. Je trouve ça un petit peu étonnant parce que je pense que ça a des conséquences. Si on accepte des choses, si on accepte le comportement des Palestiniens et qu'on est compréhensif à l'égard de ce type de comportement, et qu'on est critique vis-à-vis d'Israël, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on accepte finalement ce type de comportement chez soi. Et donc ça veut dire que les comportements du Hamas vont quelque part à un moment ou un jour ou un autre s'importer en France. Et ça, c'est dramatique. Si je peux juste corriger une information, parce qu'il me semble qu'elle est fausse. Aujourd'hui, le Hamas, il me semble que le Hamas aujourd'hui n'envoie pas de missiles et que c'est le djihad islamique qui envoie le missile, qui est un autre groupe armé. Et c'est le Hamas qui prend justement, Israël cible le Hamas sur les attaques ciblées parce qu'il le tient pour responsable. Mais aujourd'hui, ceux qui envoient des missiles, je ne parle pas des gens à la frontière, mais ceux qui envoient des missiles aujourd'hui ne sont, à mon avis, pas du tout le Hamas, si je me souviens bien, mais la branche armée du djihad islamique qui en profite. Tu rentres dans les complexités, encore une fois, les super complexités, je dirais, de Gaza et de conflit israélo-palestinien. Mais bon, moi, ce sont des complexités, ça devient politique. Je pense que là, ça devient moins intéressant de rentrer dans cette conversation. Non, pas que je l'évite, mais c'est parce que, après, savoir est-ce que Israël doit considérer pour responsable le Hamas qui est l'opérateur, le gouvernement en place à Gaza, les deux opinions sont acceptables. Mais bon, je voulais juste dire que ce n'est pas eux qui envoyaient les missiles, c'est tout. Okay. Et c'est la complexité de cette conversation qui fait du coup sa force et qui donne un peu de polyphonie. Alors justement, on va s'intéresser maintenant à la polyphonie et au regard de l'autre, puisque nous allons inviter pour son regard extérieur Anaïs Ben Saïd. Merci. Bonjour. Bonjour Anaïs. Bonjour. Bonjour Anaïs. Anaïs Ben Saïd, tu es chargée d'études sociologiques spécialisée dans les médias. Tu seras aujourd'hui notre regard extérieur, notre œil citoyen. Quel est justement ton avis, ton regard sur les conversations juives que nous venons d'avoir ? Alors, je précise que je ne suis pas juive et je ne suis pas non plus sociologue des religions. Mais j'ai écouté attentivement votre débat et même si je n'ai pas forcément les compétences pour entrer dans les détails techniques, à savoir le certificat juif, comment ça se passe quand il y a un divorce religieux, moi, il y a une question qui m'a interpellée, c'est j'ai l'impression qu'on veut amener du progressisme dans la religion juive, à savoir inclure des minorités, que ce soit les LGBT, ou encore donner le droit à la femme de ne pas être tributaire de son mari, donc réformer de manière progressive. Mais est-ce que ça ne rentre pas en contradiction avec la conservation d'une identité religieuse ? Je veux dire, pour moi, quand vous dites la religion juive en France est connotée à droite, en tout cas c'est ce que j'ai entendu ici et ailleurs, finalement ça ne m'étonne pas parce que la droite a cette tradition de vouloir conserver les traditions, les rites, l'héritage culturel. Donc on est dans vraiment quelque chose de conservateur. Et une religion, par définition, notamment la religion juive, conserve depuis des millénaires des rites, des croyances et des codes. Donc c'est très compliqué, sans vouloir me faire l'avocat du diable, de vouloir réformer et apprendre à ceux qui croient en cette pratique qu'il va falloir changer et évoluer en fonction des tendances sociétales, de l'identité sexuelle, de la structure familiale qui se transforme avec les couples homosexuels, l'émancipation de la femme avec maintenant le féminisme. C'est normal qu'on se frotte un petit peu à la religion qui, elle, essaye de conserver et de ne pas trop faire évoluer ses mœurs. Alors, est-ce que je peux prendre Je t'en prie. Je vais répondre en premier. En fait, tu soulèves des points extrêmement intéressants. Je pense qu'on pourrait même faire une émission en soi sur ces sujets. À mes yeux, effectivement, la religion, dès le départ, est source de tension. Et il y a aussi la façon par laquelle on se définit par rapport au progrès d'aujourd'hui. C'est-à-dire comment est-ce qu'on appelle le progrès, donc les valeurs, l'émancipation, l'inclusivité. Est-ce que ces valeurs sont appelées progrès ou est-ce que ces valeurs sont appelées complètement exogènes et qui seraient dans l'impossibilité en fait, de se mélanger avec ce qu'on appelle les valeurs juives. Est-ce que les valeurs juives sont contraires avec ces valeurs ? Est-ce qu'on a des valeurs juives dès le départ qui seraient tombées du ciel, qui seraient forcément à préserver de tout changement et toute altération ? Ou est-ce que la loi juive, la façon juive de vivre, elle-même peut évoluer ? Et en tant qu'orthodoxe, je me situe en fait dans le cadre légal toujours, c'est-à-dire qu'il y a une façon, il y a quelque chose qu'on appelle le processus halachique, donc le processus de loi. Il y a une guidelines de l'évolution, de comment faire évoluer cette loi. On ne peut pas la réformer, effectivement. On ne peut pas juste, à mes yeux, on ne peut pas la réformer. On ne peut pas simplement envoyer valser des milliers d'années de religion et de tradition. Mais il y a une façon, nous avons les clés en main
pour pouvoir faire évoluer doucement mais sûrement la religion juive par le processus légal. Et ce processus légal, il est fait justement par les rabbins qui sont formés aujourd'hui et par des rabbins qui ont envie de rester dans le cadre légal, dans le cadre de la loi, mais de pouvoir peut-être les amener doucement à être en phase avec la tradition et les valeurs modernes. Alors je trouve cette réponse tout à fait intéressante car à la fois je m'inscris dedans, mais à la fois je dirais je défends l'autre approche. C'est-à-dire que moi je pense que qu'il y ait plus de justice entre les hommes ou dans la société humaine, c'est une valeur profondément juive. Donc cela signifie que lorsque il y a de fait une injustice, eh bien, je dirais le monde rabbinique devrait s'offusquer et se batailler pour trouver une solution systématique. Donc ce n'est pas entre guillemets un progrès, c'est un dû. Pour moi, c'est l'exigence juive. C'est que d'ailleurs, c'est même plus qu'une loi juive, c'est une loi, enfin, pour la perception juive, c'est une dimension universelle. C'est plus qu'une loi, je dirais, spécifique aux juifs. Ça fait partie, vous savez, des 7 lois noachides. On dit il doit y avoir des maisons de jugement. Alors, c'est quoi une maison de justice ? Une maison de justice, c'est que lorsqu'il y a des injustices, lorsqu'il y a quelqu'un qui ne se comporte pas bien, c'est la vie, ça arrive, ou lorsqu'il y a un malentendu, eh bien, on va dans un tribunal. Bonjour, monsieur le juge, vous avez les avocats à droite, vous avez les avocats à gauche, et ils se défendent, ils attaquent, et ils écoutent les deux parties et le juge écoute bien et prend une décision qui permet de restaurer la justice. Donc pour moi, lorsqu'il y a une injustice, et de fait il y en a du fait du frottement entre le monde extérieur et le monde juif, il y a eu des frottements, il y a eu des traumatismes, il y a eu une histoire très complexe qui font que c'est vrai que c'est difficile d'appréhender l'identité juive. L'identité juive, oui, elle a une permanence, mais oui, elle a aussi une capacité à se renouveler. Et vous savez, c'est un peu comme quand on est dans les PC, quand on a Windows, quand on passe de Windows, je sais pas moi, Windows 7 à Windows 10, on reste dans Windows, mais on a amélioré parce que le monde, il évolue, il y a des consciences supplémentaires, la conscience du monde peut évoluer parfois, peut aller dans le bon sens, et quand ça va dans le bon sens, on a davantage conscience de certaines choses, alors on peut prendre davantage de décisions pour plus de justice, pour plus de paix, d'amour et de fraîche. Oui, mais enfin, encore une fois, tu l'as bien dit, la question est la question des valeurs, c'est-à-dire que si effectivement on dit qu'il y a injustice, mais encore faudrait-il dire qu'il y a injustice quand on ne reconnaît pas les minorités LGBT ou la place des femmes. Une tradition qui est profondément genrée, qui a attribué un rôle quasi essentialiste en fait à la femme et à l'homme et qui a défini comme abomination, parce que c'est écrit dans la Bible et on ne peut pas non plus l'effacer, même si certaines personnes aimeraient bien. On ne peut pas l'effacer parce qu'il y a écrit, on définit l'homosexualité masculine comme une abomination. On a une tradition qui genre profondément les rôles à la maison, à l'extérieur. Et donc la question c'est comment on ne peut pas effacer tout ça, comment le juif aujourd'hui moderne qui veut ne pas être en rupture totale avec sa tradition mais en même temps s'inclure dans le progrès, dans ce que lui il considérait comme progrès du monde, comment il fait pour concilier ces deux-là. Et c'est là toute la tension, et c'est là tout le problème, en tout cas en tant que juif religieux, que tout juif religieux moderne qui a un pied dans la civilisation doit se poser. Merci. Alors du coup, Anaïs, c'est une question fort intéressante. Est-ce qu'il y avait une autre remarque suite à ces conversations ? Oui, mais déjà, je voudrais juste réagir par rapport à ce que vous avez dit. En fait, ce que vous nous dites, c'est que la religion ne conserve pas, elle se réactualise. Que lorsque la Torah ou le Nouveau Testament s'est écrit, c'était conformément à une société, une époque, une tendance sociale et des codes sociétaux. Bien, si je comprends bien, on les réactualise à chaque époque. Et donc ça, inévitablement, pour une communauté religieuse qui veut diffuser et instruire des valeurs qui datent depuis des millénaires, pour moi, ça entre en contradiction. Réactualiser des valeurs, la valeur, elle se conserve par définition. Donc, c'est vrai que je trouve que ça touche une contradiction, même si moi, à titre personnel, je suis pour que les religions s'adaptent et s'actualisent en fonction de l'état d'esprit de la société, mais je peux tout à fait comprendre que pour des gens pieux, une valeur, par définition, c'est quelque chose qui se conserve. La question, c'est la valeur en soi est peut-être immuable, mais la façon par laquelle la valeur se manifeste dans la société aujourd'hui peut changer. Je donnerai l'exemple de la modestie, on va dire la pudeur. Ouais. Il y a quelques centaines d'années, une femme qui sortait dans la rue les cheveux découverts comme toutes les femmes ici présentes dans la salle était tenue pour une débauchée.
est quelqu'un de profondément impudique. Et aujourd'hui, c'est passé dans la norme sociétale partout, enfin presque partout, qu'une femme aux cheveux découverts, c'est quelque chose de complètement normal. Donc la norme de la pudeur est toujours immuable, elle existe toujours, mais elle se manifeste différemment. Et peut-être que justement, pour moi, les valeurs religieuses qui sont présentes dans la Torah sont complètement immuables, mais par le processus légal qui est très complexe, elle pourrait pas de sens, mais elle changerait de façon de se manifester. Mais alors, il faut aussi noter qu'il est explicitement, et c'est là pour moi peut-être le génie de la Torah et du judaïsme, c'est qu'il est explicitement dit que chaque génération doit se réapproprier la Torah. Et on sait très bien que il y a ce midrash. Tu vas avoir le juge de ton peuple, c'est écrit aussi. Il y a absolument, mais le juge de ton époque, pardon. Le juge de ton époque. Donc ça veut bien dire. Enfin, il y a aussi ce midrash entre Moshe Rabbeinu et Rabbi Akiva qui montre bien que l'interprétation de nos textes se réactualise et se renouvelle. Et à chaque fois, il y a des nouveaux textes. Et donc cela prouve bien qu'il y a réactualisation et renouvellement. C'est juste qu'à mon avis, il y en a qui perçoivent leur identité sans en avoir conscience que l'authenticité de l'identité juive, c'est se réactualiser pour plus de justice, pour plus d'amour et pour plus d'élan vers l'autre et pour plus de conscience de soi, etc. Moi, je pense que fondamentalement, le souci, c'est c'est le manque de connaissance de soi. C'est quand on ne connaît pas bien son identité qu'on ne se sent pas à l'aise et qu'on se renferme. Est-ce que... Oui, je n'interviendrai pas sur le deuxième point parce que c'est beaucoup trop technique pour moi. En revanche, le troisième, saison croisée France-Israël. Alors, donc du coup, je suis vraiment le regard extérieur et citoyen parce que je peux témoigner que pour les personnes qui ne sont pas de confession juive et qui n'ont pas de lien avec Israël, le sujet Israël-Palestine, ça pourrait être pris dans un sketch. C'est-à-dire que vous êtes à un repas de famille, il est dimanche 15h, vous avez fait une poulet rôti. Allez, c'est parti, Israël-Palestine. C'est le sujet sur lequel... C'est l'affaire Dreyfus 2018. Non, mais je l'espère pas, franchement, mais c'est vrai que, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre position sociale, les Français adorent s'approprier ce sujet. C'est passionnel. Personnellement, ça me fait limite parfois penser à un match de foot parce que chacun a son camp, chacun a son équipe. Puis alors, c'est absolument génial parce que dans ce genre de moment, on est tous géopoliticiens experts avec Bac+10. On sait exactement ce qui se passe. L'histoire dure depuis des décennies, mais on la connaît très bien. Non, voilà. C'est vrai qu'on marche sur des œufs. Dans les médias, on sait que c'est un sujet qui fait vendre. Et aujourd'hui, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que concrètement, on peut critiquer la politique israélienne et être critique envers l'État d'Israël sans pour autant être considéré ou accusé d'idéologie raciste, antisémite et sous-jacente. Parce que c'est véritablement un sujet sur lequel on a très peur d'être accusé d'antisémitisme. Et même l'antisionisme aujourd'hui est très, très clairement défini comme antisémite. Aujourd'hui, on nous explique que l'antisionisme, c'est faire le nid de l'antisémitisme. Donc du coup, on est 2 fois plus vigilant à se dire « Ouh là là, je ne vais pas aller critiquer la politique d'Israël parce que sait-on jamais, je vais finir vraiment dans le camp des racistes. » Donc ça, je ne sais pas comment on pourrait régler cette solution, mais je sais qu'à la fois, les Français se l'approprient ce sujet sans avoir la moindre connaissance dessus, enfin pour beaucoup d'entre nous, et je m'inclus dedans, franchement, que ça passionne. Et je sais que ça fait appel à 2 religions qui sont le judaïsme et l'islam, qui sont des sujets vendeurs, très clairement, dans les médias. Je veux dire, on adore parler de l'islam, de l'insécurité, du terrorisme, comme on adore parler du judaïsme et des théories du complot qui vont derrière. Donc du coup, c'est vraiment bankable, j'ai envie de dire, comme sujet. Et après, moi, la question que j'ai, c'est est-ce que, au sein de la communauté juive, on essaye de faire en sorte d'aborder ce sujet sans a priori, du coup, vis-à-vis de ceux qui vont être critiques envers la politique d'Israël? Pour moi, absolument pas. Aujourd'hui, la communauté juive aujourd'hui est complètement ouvertement sioniste, et c'est même un prérequis, c'est complètement un postulat de base. Il est très très dur, voire quasi impossible, de trouver un juif, en tout cas impliqué dans le judaïsme, de près ou de loin, qui soit critique envers l'État d'Israël. C'est-à-dire que je reconnais beaucoup de juifs non religieux et non impliqués dans des communautés juives qui auront ce regard critique et qui se définiront comme juifs, mais des juifs traditionnalistes, religieux, orthodoxes, conservatifs, libéraux, il est, peut-être pas libéraux, mais encore, il est très très difficile de trouver des juifs qui seraient prêts à remettre en question la politique de l'État d'Israël. Moi, je pense que dire, les gens, quand
quelqu'un qui va avoir un avis, je dirais, éclairé, intelligent sur un match de foot, c'est celui qui va être capable, comme on l'a dit précédemment, de respecter son adversaire. C'est-à-dire que lorsque dans le camp adverse, ils auront marqué un joli but, eh ben, on respecte. Quand il se passe quelque chose de bien chez l'autre, on le respecte. Mais dès qu'il y a un parti pris depuis le début, eh ben, il y a un problème. On comprend que certaines personnes peuvent avoir naturellement un parti pris, mais ce n'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est quand on a un avis critique. Il y a une différence entre avoir une opinion critique et être critique. Je veux dire, critiquer quelqu'un, ça ne fait jamais plaisir à personne. Je veux dire, c'est universel. Critiquer un État, critiquer, etc., ça ne fait plaisir à personne. Par contre, avoir une opinion critique, ça veut dire savoir faire la distinction entre qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela, effectivement, ça aide. Maintenant, ce que je crains, c'est que au niveau de l'information qui est diffusée en France et même on peut dire en Europe, sans doute en ce qui concerne Israël, eh bien l'information de base, elle donne on a l'impression que les données de base, elles sont données et elles sont acquises. Mais le problème, c'est qu'il y a énormément de choses qui sont acquises, mais qui ne reposent pas sur des faits ou qui ne sont pas tout à fait exacts et qui forcément orientent. Ça veut dire que si moi, dans les deux côtés, sans doute des deux côtés. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi j'avais, si je n'étais nourri que des médias français en ce qui concerne Israël, eh bien très certainement que je serais en effet anti-israélien et pro-palestinien et en défense de ceci et de cela. Le problème, c'est que ce n'est pas la réalité. La seule façon de connaître la réalité, enfin une bonne façon de connaître, déjà, c'est d'étudier, d'aller sur le terrain. Et tous ceux qui sont allés sur le terrain sont très étonnés, ont un super étonnement de voir le gap qu'il y a entre la théorie et la pratique. Ça n'empêche pas qu'il y a des grandes complexités et des points de vue sur lesquels on peut être très critique. Il y a des choses très graves dans la société israélienne. Alors, si je peux juste me permettre, aller sur le terrain, enfin, tous les juifs qui vont sur le terrain, qui passent leurs vacances à Netanya, sont de l'autre côté du mur. Donc effectivement, aller sur le terrain, c'est très facile, mais c'est pas parce qu'on a passé 2 mois à la plage qu'on connaît la réalité sur le terrain. Et on pourra très bien dire qu'il y a des super bonnes crêpes à Netanya, mais ça voudra absolument rien dire au niveau géopolitique. Je suis d'accord. Je fais partie des premiers à croire que les Juifs, les premiers, d'ailleurs, s'ils sont souvent sur la défensive, c'est précisément parce que nous manquons sans doute d'éducation de l'histoire du sionisme, de l'histoire d'Israël et de l'histoire de notre propre identité. Et c'est précisément lorsque l'on a un vide intérieur qu'on se sent en insécurité et qu'on se crispe et qu'on peut avoir des positions un peu plus radicales. Donc, c'est pas mal déjà. Merci Anaïs pour ces questions qui sont finalement fondamentales et qui méritent effectivement une émission à chacune. Merci à chacun d'entre vous. On va conclure avec Émile. Est-ce que tu voulais faire quelques petites actus ? Alors oui, je vais en profiter d'ailleurs pour faire quelques actualités. Je rappelle qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en fait au niveau juif, des actualités à Paris et ailleurs, mais je vais parler de celles parisiennes notamment. Donc je suis membre de l'association Neshama qui organise tous les lundis soirs un cercle d'études, qui organise le dimanche de la méditation juive, le mardi du yoga et de la méditation, et ce vendredi-là qui organisera donc un minyan, c'est-à-dire un office de Shabbat suivi d'un repas auquel vous êtes avec les airs Karl Bach. Avec les airs Karl Bach, donc qui sera magnifiquement bien chanté, suivi d'un repas. Donc vous êtes tous conviés à aller sur la page Facebook Neshama pour connaître les activités et aller pour connaître le cours du lundi soir à Fleg à 19h30 qui s'appelle Ayeka, et les activités Neshama en général et le groupe donc du minyan Karl Bach. Est-ce que c'est toi qui vas chanter ? Alors, je crois pas que ce soit moi ce vendredi soir qui chantera. Merci. On va remercier pour cette première émission Hillel Campus qui nous a accueillis dans leur loft à Paris, leurs responsables Joël Benamou et Nathalie Assal qui sont particulièrement accueillants et qui donnent lieu à des idées incroyables. Merci à eux. Merci également à Juice Salsa TV et toute leur équipe présents ici même pour la réalisation de cette émission. Merci. Et merci à chacun d'entre vous, Anaïs Ben Saïd, Émile Ackerman et Michael Amsalem, initiateurs de ce projet. Merci à chacun d'entre vous. Merci également à ROI Community pour tout ce qu'ils nous ont inculqué et toute cette inspiration qu'ils nous donnent pour ce réseau international donc de l'innovation juive.
Et moi, je voulais juste dire un petit mot. Je voulais dire merci à Michael et à sa femme aussi, parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand on veut s'informer sur Israël ou sur n'importe quel sujet, quand on ne connaît pas une communauté, c'est par les médias qu'on s'informe. Après, que ce soit juste ou faux ou pas bon, ça, je ne donnerai pas mon avis. En revanche, ce que je sais, c'est que ça vaut le coup d'aller rencontrer directement les gens et de parler avec eux, surtout quand ils sont bienveillants et très hospitaliers, comme ils l'ont été avec moi. Donc voilà. Parfois, on oublie la lecture et on va directement voir les gens. Quand bien même on s'engueule, ce sera plus vrai. Bravo à tous et à très bientôt pour de nouvelles conversations juives.